Je suis un enfant béni de Dieu, par sa grâce. Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, j'ai enfin décidé de me lancer dans les vidéos YouTube et c'est un plaisir pour moi, mais c'est ma première. Je suis un petit peu stressée, ce sont mes premiers montages, j'espère que voilà, le rendu sera nickel. En tout cas, je vous promets de faire bien les choses, du moins d'essayer. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager mon histoire en détail avec vous. Et faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Victoria, j'ai 23 ans, je suis ivoirienne, je vis en Belgique. Depuis que j'ai 7 ans. Oui, depuis que j'ai 7 ans. Alors, vous devez vous demander, mais par rapport à quoi, en fait, je viens. Pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, le jour de mes 23 ans, c'est-à-dire le 4 juillet 2019, j'ai fait un témoignage pour rendre grâce à Dieu de m'avoir guéri de mon cancer. Parce que oui, on m'a détecté un cancer à l'âge de 21 ans. Donc c'était le 5 avril 2018. Donc j'ai eu un cancer et voilà. Et c'est vraiment tout ça en détail que je vais vous expliquer. Alors, mon témoignage, c'est quelque chose que je savais que j'allais faire. Et en tant que chrétienne, c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible, c'est-à-dire avant que chaque personne quitte ce monde, il faut témoigner la puissance de Dieu dans notre vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire. Et lorsque je l'ai fait, je m'attendais pas du tout. Alors pas du tout à ce que ça prenne cette tournure en fait, parce que ma publication a été partagée des milliers de fois par des centaines de pages. J'ai été contactée de partout. J'ai reçu des messages de gens vivant en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout dans le monde. J'ai reçu des milliers de messages. Mais quand je vous dis des milliers de messages, c'est vraiment pas des blagues. Pour quelqu'un qui n'est pas connu, pour quelqu'un qui vit sa petite vie tranquille, ça a été pour moi vraiment quelque chose de bizarre. Donc j'ai été contactée par des journaux, j'ai été contactée par plein de personnes, par des mères de famille, par des jeunes, par plein de personnes qui ont été touchées, par des gens qui ont vécu la même situation, par des gens qui étaient dans le cas ou qui avaient quelqu'un de leur famille ou un ami dans le cas, dans la situation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais bien fait de faire ce témoignage parce que non seulement ça a permis aux jeunes de notre âge, de notre génération, de prendre conscience de beaucoup de choses de la vie, et ça a permis à donner de la force à des personnes qui en avaient besoin. Donc c'était vraiment quelque chose de magique. C'était quelque chose de bizarre. C'était quelque chose de fantastique en fait. Je vous mettrai un peu, je vous ferai défiler un peu le post que j'avais mis et quelques commentaires des gens pour que vous voyez un peu comment les choses se sont passées. Mais voilà. Maintenant, dans le post que j'ai fait, à aucun moment j'explique vraiment le cancer, le type de cancer que j'ai eu. À aucun moment je suis pas rentrée dans les détails vraiment. Je suis pas vraiment rentrée dans les détails. Et dans les messages, que je recevais, il y a beaucoup de gens qui me demandaient, mais oui, mais c'était un cancer de quoi? Mais comment est-ce que tu as détecté? Mais comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as ci? Comment est-ce que tu as ça? Donc, voilà, c'est tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo, sans pour autant être très longue. Je vais vraiment essayer de ne pas être longue,
Je ferai vraiment de mon mieux. Donc là, je vais vous expliquer le type de cancer que j'ai eu et je vais vraiment être transparente avec vous. Je vous mettrai des photos, je vous mettrai tout pour que vous voyez vraiment que ça soit pas des paroles, que c'est pas que des paroles. J'ai eu un cancer, donc une tumeur de la mâchoire, si on peut dire ça. Donc le nom médical, c'est un rhabdomyosarcome. Donc je vais vous lire la définition du rhabdomyosarcome. Alors, un rhabdomyosarcome est une tumeur maligne développée à partir du tissu musculaire strié squelettique. Les rhabdomyosarcomes sont des tumeurs plus fréquentes chez les enfants. Les rhabdomyosarcomes se développent électivement au niveau des cavités céphaliques, orbite, nez, sinus, oreille ou sphère urogénitale. Bon, en gros, voilà, c'est un peu ça. Alors, je vais vous expliquer tout du début jusqu'à la fin, donc de comment ça s'est passé, quels étaient les symptômes, comment tout s'est passé. Je vais vraiment, comme je vous ai dit, être transparente avec vous. Ça a commencé au mois de janvier 2018. Un jour, je partais chez une de mes cousines et en me maquillant, je me rends compte que en fait, je sentais pas ma lèvre du côté gauche. Donc comme si on m'avait endormi la lèvre. Donc je dis c'est bizarre. Donc je me dis ça va passer. Donc je calcule pas et tout et je vois que plus les jours passent, plus ça ne passe pas. J'avais même expliqué à ma mère que c'est bizarre, je sens pas ma lèvre et tout. Donc j'ai contacté mon médecin traitant. Et je lui ai expliqué et elle m'a dit écoute, va aux urgences. Donc j'étais encore à l'école. Oui, je partais encore à l'école et c'était dans la période des examens. C'était plus ou moins dans la période des examens. Donc je suis partie à l'hôpital une première fois et j'ai expliqué que donc en fait j'avais pas mal, je sentais juste pas ma lèvre. S'il n'y a pas de dysfonctionnement dans ton corps, tu es censé sentir toutes les parties de ton corps. Donc, à partir du moment où je sentais pas ma lèvre, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Donc, je pars aux urgences une première fois. La dame, on me consulte, je vais taire le nom de l'hôpital. On me consulte une première fois. Non, mademoiselle, vous n'avez rien, rentrez chez vous. On me donne voilà, un petit médicament, je prends, mais ça ne va pas. Et je retourne une deuxième fois aux urgences. Je dis, écoutez, c'est pas normal. Faut qu'on fasse quelque chose. Non, madame, vous avez rien, que limite on me prenait pour une folle. Que vous avez rien, que ça doit rien être de grave. À partir du moment où vous arrivez à bouger la lèvre, c'est que c'est pas un problème moteur, donc ça veut dire que c'est pas un AVC, donc c'est rien, c'est pas grave, rentrez chez vous. On me donne les mêmes médicaments, on me dit rentrez chez vous. Okay. Et un jour, j'étais à l'école, j'étais avec une amie, et j'ai commencé à avoir mal. Et j'avais vraiment mal. Là, je commençais à avoir mal à la dent. Et entre-temps, entre les deux premières fois où je suis partie à l'hôpital, je commençais à avoir mal à la dent. Donc, je repars une troisième fois aux urgences et le médecin que je vois me dit que oui, donc il me met un truc dans la bouche pour voir, en fait, pour délimiter la partie où je sens ou je sens pas. Donc, et limite, on se foutait de ma gueule, quoi. Oui, vous êtes sûr que vous sentez pas votre lèvre? Genre, on me prenait pas au sérieux comme si, voilà, j'avais ça à faire de m'amuser, à dire que je sentais pas ma lèvre et tout. Et donc, même une prise de sang, on m'a pas faite. Non, rien du tout. On m'a juste donné un papier pour aller faire une IRM du cerveau, ouais. Mais genre, on était au mois de janvier. Le rendez-vous, je crois, il était au mois de mars ou je sais pas quand. Donc je me suis dit, vas-y, vous rigolez ou quoi, je sais pas, faites quelque chose. Donc on m'a remballé 3 fois. Je suis partie aux urgences 3 fois
on m'a remballé 3 fois. Donc 3 fois en un mois, j'ai été remballée 3 fois en un mois. Et donc, il y a un médecin, je pense que c'est le dernier que j'ai vu, qui m'a dit que oui, que le nerf que vous avez, enfin là où vous sentez pas votre bouche, en fait, c'est souvent qu'on va chez les dentistes et qu'on se fait anesthésier, qu'on sent pas cette partie-là. Donc j'ai dit, bah non, j'ai pas été chez les dentistes et tout. Et donc, quand il m'a parlé de dentiste, je me suis dit, ah, en plus je commence à avoir mal à la dent, donc ce serait un peu plus logique que j'aille chez le dentiste. Donc je prends rendez-vous chez le dentiste. Donc je commence à avoir mal à la dent maintenant. Donc, et j'ai la dent qui commence à bouger. J'ai ma dent qui commence à bouger, mes dents du fond, il y a une dent qui commence à bouger. Et donc, je vais chez le dentiste, je trouve un rendez-vous en urgence, j'y vais. Et le dentiste me fait une radio ou un scan, je crois. Il me fait et il trouve il pense que c'est un kyste. Parce que bon, il voit une petite boule qui est sur le nerf, donc c'est le nerf trigymo, voilà que ça s'appelle, le nerf trigymo. Et en gros, il me dit que il est sûr que c'est parce qu'il y a le kyste qui se trouve sur le nerf en fait que je sens pas une partie de ma lèvre. Donc voilà, ce qu'il propose, c'est de me mettre sous antibiotiques. Il voulait pas aller arracher une dent ou quoi, me mettre sur antibiotiques pour diminuer l'inflammation. Et alors, une semaine après, on verra où est-ce que c'en est pour pouvoir peut-être enlever la dent. Donc j'avais vraiment mal, je commençais à avoir vraiment mal à la dent. Et en fait, ça s'est développé tellement rapidement que même moi, j'ai pas compris. Donc, si vous voulez, j'ai la dent qui sortait du lit, qui sortait de ma gencive. Donc, il n'y avait plus moyen que je ferme la bouche, il n'y avait plus moyen que je mange. Il n'y avait plus moyen que, genre, je mange un chewing-gum ou quoi, parce que lorsque ma dent du dessus touchait celle d'en bas, je ne pouvais pas savoir la douleur. Donc je reviens, je crois même que je l'ai appelé avant pour dire que ça va pas et tout. Donc je suis venue, il m'a consulté et il a dit que écoutez, l'antibiotique n'a rien fait, mais on va quand même essayer d'enlever une dent parce que je crois qu'il y en avait même maintenant 2 qui me faisaient mal. Et donc on va enlever une dent. Il a essayé de faire le test chaud et froid pour voir si la dent est morte ou pas. Enfin bref, donc il a décidé de se faire sauter la dent. Et en espérant que en enlevant la dent, le kyste sort avec, voilà. Donc lorsqu'il a enlevé la dent, ça s'est pas passé comme prévu parce que j'ai tellement saigné que il a dit écoutez, je pense qu'il y a un problème et vous devez aller voir alors un stomatologue. Parce que le stomatologue, alors, il est un peu plus spécialisé dans tout ce qui est nerfs, dans tout ce qui est, qui est tout ça. Et j'ai pas envie d'aller cureter ou bien aller chipoter alors qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et la manière dont vous avez saigné, c'est qu'il y a un petit, il y a un truc qui n'est pas clair. Donc, je prends rendez-vous chez le stomatologue. Alors là, le rendez-vous chez le stomatologue, il est genre dans 2 mois ou quelque chose comme ça. Je dis, j'ai le temps de mourir en fait. Et donc, entre-temps, j'ai pris mon mal en patience. J'avais des cachets pour les douleurs. Donc, je me dis, bon, peut-être que je peux vraiment attendre le rendez-vous chez les stomatos. Donc, je prends mon mal en patience et tout. Et une nuit, j'étais couchée, je dormais. Et je sens comme des électrochocs, mais vraiment comme si on m'électrocutait chaque 5 minutes. Même pas chaque 5 minutes, chaque 2 minutes. Donc j'étais là en mode je sursautais. Et j'appelle une amie à moi qui fait des études de médecine. Enfin, j'envoie un message sur Snap et genre je pleure. Je lui dis écoute, Steph, bon, voilà, je dis ouais Steph, ça va pas et tout, j'ai vraiment mal à la dent, je sais pas ce que je dois faire, elle m'avait déjà parlé d'un hôpital dentaire mais je me rappelais plus vraiment c'était où, donc et elle dormait je pense, et donc j'étais en pleurs et pendant ce temps je me suis calmée, je me suis dit si je vais encore aux urgences, ils vont encore me remballer, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc Stéphanie qui me dit écoute, quand elle me répond le matin, elle me dit excuse-moi, je dormais et tout, mais voilà, elle me donne l'hôpital, elle me donne le nom de l'hôpital, elle me dit vas-y, en plus c'est à côté de chez moi, donc j'y vais. Et entre-temps, j'ai réussi à m'endormir. Et donc, j'arrive à l'hôpital vers peut-être 11h. Et l'hôpital qui me dit, écoutez, madame, les urgences, faut venir au plus tard jusqu'à 8h.
Et je dis, mais je peux pas, j'en peux plus. Ils me disent, oui, mais on peut rien faire. Venez demain, voilà, tôt le matin, comme ça on vous prend. Donc je prends mon mal en patience. J'avais mal à la dent, Pour les gens qui ont une rage de dents, bah, je sais pas si ça ressemble à ça, mais c'est la chose la plus invivable que... C'est invivable. Et donc, je prends mon mal en patience. Le lendemain matin, quand je vous dis 5h30, j'étais devant l'hôpital. 5h30, l'hôpital il ouvre à 6h ou quelque chose comme ça. Genre à l'accueil, j'étais là à 5h30. J'ai pris ma voiture, allez, vite fait. Je suis partie à l'hôpital. J'étais assise par terre. Je dis non, si on me prend pas là, je fais un scandale, je fais quelque chose, mais il faut qu'on m'écoute, faut qu'on écoute, faut que... Genre, je me sentais pas écoutée, je me sentais perdue, il y a personne qui m'écoutait, je pensais que les gens, ils me prenaient vraiment pour une folle. Donc, j'arrive aux urgences, j'étais la première, ils m'ont pris directement. Je suis arrivée dans la salle et tout, ils ont vu, je pense que c'était encore des étudiants qui étaient là, qui m'ont ausculté, et lorsqu'ils ont vu l'état de ma bouche, donc il y avait déjà une dent qu'on avait enlevée, hein. Donc on avait enlevé une dent, et l'autre dent, en fait, si vous voulez, elle s'enfonçait dans la gencive, la dent s'enfonçait dans la gencive, et là, il y avait une inflammation, mais de malade. Et alors, ils ont vu l'état de ma bouche, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, comment est-ce que vous avez pu rester comme ça pendant tant de temps, vous devez avoir mal, que si, que ça. Et donc les étudiants, ils ont appelé leur chef, je pense, qui est venu regarder et tout, donc ils m'ont directement fait un scanner. Ils m'ont et lorsqu'ils ont regardé, j'ai expliqué un peu les antécédents, que mon dentiste a pensé que c'était un kyste et tout, et donc ils m'ont dit oui, que c'est sûrement un kyste, mais voilà. Donc en fait, ce qu'il fallait faire alors maintenant, c'était enlever la deuxième dent qui me faisait mal, et en fait, entre-temps, il y avait une troisième dent qui commençait à me faire un peu mal. Et donc, le médecin me regarde et tout, le dentiste regarde et me dit, écoutez, on va pas faire ça ici, vous allez venir dans notre grand hôpital. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom des hôpitaux, mais bon, je préfère aussi taire le nom, mais bon, c'est un grand hôpital ici à Liège. Et il m'a dit, écoutez, on va faire ça au bloc opératoire, donc venez à 16h au bloc opératoire. Et on va vous enlever la dent, on va faire une biopsie pour analyser et voir vraiment ce que c'est. Et donc, je pars à l'hôpital le même jour au bloc-op. Ils m'ont pas endormi totalement, ils m'ont juste anesthésié. Ils ont fait une anesthésie locale, donc j'avais les yeux ouverts et tout ça. Et donc, le médecin donc pendant qu'il m'opère, je les entends parler et tout. C'était juste horrible. Donc, ils m'ont enlevé une dent. Et ils m'ont enlevé une dent et ils m'ont dit, écoutez, on va vous enlever encore une deuxième dent. Donc au total, ça fait 3 dents en moins. Donc on va vous enlever une troisième dent. Et ils ont même voulu enlever une quatrième. Et j'ai dit, enfin, je ne pouvais pas parler, mais dans ma tête, je me dis, mais vous allez enlever toutes mes dents ou c'est comment? Et donc ils m'ont enlevé 2 dents. Donc ça fait qu'au total, j'avais 3 dents. En moins. Donc ça fait 3 dents en moins. Et y a pas de souci, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait la biopsie et tout ça. Et je suis restée une nuit à l'hôpital et je suis rentrée. Et je crois que je suis pas rentrée chez moi, je suis partie chez ma mère. Ouais, je suis partie chez ma mère. Et donc on me donnait des glaçons et tout. Et plus les jours, je devais venir chercher les résultats de la biopsie dans une semaine. Et donc plus les jours passent, plus j'ai mal et plus ça se dégonfle pas. Donc, le jour où je devais aller prendre les résultats, la veille, je pense, le médecin m'envoie un SMS pour me dire, écoutez, vos résultats, vous n'allez pas venir les prendre demain, mais il m'a refixé une autre date dans le grand hôpital. J'ai dit, ok. Donc, je vais prendre mes résultats et tout. J'arrive pour moi, je doutais un peu déjà à partir du moment où il m'a relancé, il m'a dit que oui, vous allez venir prendre vos résultats un autre jour et tout. Je me suis dit, bon, peut-être il se passe quelque chose. Donc, après, voilà. Et donc, j'arrive à l'hôpital.
je vois le médecin. C'était pas le médecin qui m'avait opéré et tout, c'était un collègue à lui. Et donc il me dit comment vous allez. Donc il essaye de me parler, tout ça. Il essaye de... Après moi je comprenais pas trop pourquoi on était aussi long. Donc il parle avec moi et puis il regarde un peu dans ma bouche et puis il tape un peu sur son ordi et je vois il sort une tonne de papier. Il sort une tonne de papier et tout et il me dit écoutez ben voilà il tourne un peu voilà on a fait la biopsie, on a eu les résultats mais il y a encore des résultats qui manquent mais pour l'instant, les résultats qu'on a ne sont pas bons. Vous avez, c'était pas un kyste comme on le pensait, mais c'est une tumeur maligne. Donc, il a pris la feuille, il l'a retournée, il a surligné genre tumeur maligne. Et j'étais là, ok. Donc, en gros, j'ai un cancer. Oui, vous avez un cancer. Mais il faut que on regarde à quel stade, c'est vraiment avancé, voilà, c'est avancé, c'est quelque chose qui se développe tellement vite que voilà, faut pas qu'on perde du temps et on a déjà pris tous vos rendez-vous avec l'oncologue, on a déjà pris tous vos rendez-vous avec les chirurgiens, on a déjà pris tous vos rendez-vous, blablabla. Donc moi je me suis arrêtée à tumeur maligne, le reste j'entendais plus, Et donc, sur le moment, j'ai pas pleuré. Et je suis sortie de l'hôpital. J'ai appelé mon beau-père. Voilà. La première personne que j'ai appelée, c'est le mari de ma maman. Et je lui ai expliqué. Ma mère, je sais que si je l'appelais, elle était au travail. Et elle habite vers le Luxembourg. Mais elle travaillait à cette époque encore à Liège, donc elle faisait Liège le trajet tout le temps. Et moi j'habitais à Liège. Et donc j'ai dit bon, ce que je vais faire, je vais partir au Luxembourg chez elle. Comme ça qu'elle finit le travail, elle me rejoint et je lui annonce. Et donc j'ai annoncé d'abord à mon beau-père. Et quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré tout le trajet, donc pendant 1 heure. J'ai pleuré de Liège au Luxembourg. J'ai pleuré. Et donc, après, le plus dur, c'était annoncer à ma maman. Et je me rappelle comme si c'était hier, annoncer à ma maman quand elle est rentrée. Et je pense qu'elle s'y attendait pas non plus. Et je suis un peu émue parce que c'était vraiment difficile. Et donc, quand je lui ai annoncé, elle m'a regardée. Et je suis désolée. Donc, elle m'a regardée et elle m'a dit, Victoria, va droit au but. Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, maman, j'ai un cancer. Je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, je lui dis, maman, j'ai un cancer. Et puis, non, je dis, j'ai une tumeur, voilà. Je dis, j'ai une tumeur. Et elle me dit, dis le nom, parce que genre, tumeur, c'est pas beau, mais voilà, c'est... Voilà. Elle me dit, t'as un cancer ou t'as une tumeur? Je comprends pas, panique. Et je dis, oui, j'ai un cancer et tout ça. Elle me dit, mais comment ça? Et elle et moi, on s'est mis à pleurer. Et il y avait une amie à elle qui était venue me rendre visite. Elle a vite été ramener son amie et tout pour que, voilà. Donc, elle me dit, mais t'as un cancer de quoi? Donc, je lui ai expliqué. On était tous sur le choc et tout. Et alors, là, on rentre dans la phase de... Où est-ce qu'il faut suivre des traitements? Où est-ce que... Et mon médecin traitant, elle a été tellement géniale. Elle nous avait dit d'aller voir, d'avoir des avis de plusieurs médecins. Donc, elle a réussi à nous avoir un rendez-vous avec un docteur, un grand docteur à Lille. Donc, elle a réussi à nous avoir un rendez-vous en urgence. Donc, on était perdus. On savait pas ce qu'il fallait faire. On était perdus. Donc, on est parti jusque Lille pour voir ce que l'autre médecin, pour avoir un deuxième avis.
pour savoir si je devais me traiter à Lille ou si je devais me traiter ici en Belgique. Après, bon, voilà, si je me traitais à Lille, bon, le médecin de Lille, ce qu'elle voulait, parce qu'entre-temps, j'avais le visage gonflé, hein, donc je vous mettrai une photo, j'avais la tête qui commençait vraiment à gonfler. Et le médecin, elle disait que pour elle, on n'a pas besoin de faire de la chimiothérapie et que on peut juste enlever, juste enlever directement la partie, le cancer. Et bon, bref, elle nous avait raconté pas mal de trucs et tout, et que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire, et tout ça. Et en fait, ce que nous, on nous proposait ici à Liège, c'était de faire la chimiothérapie dans un premier temps pour diminuer le cancer. Et une fois que ça a bien diminué, on passe à la chirurgie. Donc après, on savait pas. On savait pas ce qu'il fallait faire. On savait pas où est-ce qu'on devait mettre la tête. On savais pas. Et moi, j'étais encore à l'école. J'ai vu ma vie défiler parce que qui dit cancer dit tu vas mourir. Mais moi, sincèrement, quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, je vais me battre. Je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. Il n'y avait que ce mot d'ordre dans ma tête. Et lorsque on m'a dit que, donc c'était en avril, lorsqu'on m'a dit que oui, vous avez un cancer, je me rappelle, je suis partie en vacances, 2 jours avec ma petite sœur en Espagne. Et ma mère qui me disait, mais comment ça se fait que genre tu arrives à voyager et tout. Je dis, ben voilà. Je l'ai pris, enfin pas que je l'ai accepté, mais je me suis dit voilà, je vais aller en vacances, ça va me faire du bien et je vais venir me battre en fait. Donc on était perdus, on savait pas on savait pas. Et ici à l'hôpital, j'ai été suivie par une psy. Au début, je voulais pas aller voir la psy. J'ai été suivie par une psy, j'ai vu mon oncologue, génial. Franchement, l'équipe, génial. Elles m'ont bien suivi, elles m'ont bien traité. Et au final, on a décidé de faire les traitements ici à Liège parce que ça allait être plus facile pour tout le monde que d'être toute seule à Lille et tout. Donc, on a fait le traitement ici à Liège. Bon, je vais essayer de vite parler parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Et donc maintenant, les traitements, ça consiste à quoi? Moi, je connais pas la chimiothérapie, je connais pas tout ça. Tu vois des gens qui l'ont, mais tu sais pas ce que c'est, donc on te prépare. Donc mon oncologue qui vient me dire maintenant que, écoutez, vous avez, voilà, les faits sont là et on va vous suivre et ça va aller. On fera de notre mieux pour que, voilà. Tout aille pour vous. Et avant de commencer la chimiothérapie, vous devez on doit vous retirer des ovocytes, voilà, des ovocytes, parce que la chimiothérapie peut vous rendre stérile, hein, oui, voilà, donc faire en sorte que je puisse plus avoir d'enfants naturellement. Donc, comme je suis très jeune, elle préfère que on me retire des ovocytes. Comme ça, lorsque je voudrais avoir un enfant, ben, je ferai ça par in vitro, en gros. Et donc, c'est un choc. C'est un choc pour moi parce que, voilà, je suis malade, mais là, on commence à rentrer dans d'autres trucs encore. Donc, ce que je devais faire, je devais me piquer. Elle m'a envoyée dans un autre hôpital. C'est là-bas que je devais suivre ça. Donc, je devais me piquer tous les jours pendant plusieurs semaines pour qu'on me retire des ovocytes et qu'on les congèle. Et je pense que lorsqu'on m'a retiré les ovocytes, on en a retiré un bon nombre. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Ils m'ont vraiment suivi et une fois que ça a été fait, on a commencé alors la chimiothérapie. Donc je crois que j'ai commencé ma chimiothérapie le 22 mai. Donc pour faire la chimiothérapie, alors on m'a mis un boîtier. Donc voilà, ici j'ai un petit boîtier. On m'a mis un boîtier qui est relié ici comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est-à-dire la chimiothérapie ici, elle consistait à quoi? À mettre, à piquer. Donc c'est comme un ballon, hein. C'est comme une perfusion en fait, mais on la met ici dans le boîtier parce que c'est tellement fort ce truc que ça peut tuer tes veines quoi. Donc on te met ici dans le boîtier pour que ça là, le truc ici là, c'est relié directement
une grosse veine, je pense. Et donc, voilà, c'est plus facile, c'est plus pratique de piquer là. Donc, on m'a fait une petite opération, vite fait, je crois même pas 1 heure. Hein. Ils m'ont mis ça. On a commencé les chimiothérapies, donc c'était dur. Je vous épargne les détails, c'était dur. Le plus dur dans cette affaire, c'est les effets secondaires. Donc, les effets secondaires, tu vomis, tu as des nausées, tu manges pas. Et vu que moi, j'avais déjà mal à la dent, je mangeais déjà plus bien avant de commencer mes chimiothérapies. Donc, j'étais passée de 55 kilos à 37, 38 kilos. À 37, donc j'avais dépéri, j'étais toute maigre. C'était difficile. Je mangeais plus, j'arrivais plus à boire parce que la chimiothérapie fait que on a des aftes. Donc, ma première chimiothérapie, donc c'était en hospitalisation. Donc j'étais hospitalisée et c'était sur 3 jours normalement, mais mon corps n'a pas bien supporté. Donc mon corps n'a pas bien supporté. Mon corps n'a pas supporté. Je vomissais, j'avais des plaies dans la bouche, j'avais des nausées, j'étais fatiguée. Et le plus dur, c'est lorsque tu commences à perdre tes cheveux. Voilà. Donc je commençais à perdre mes cheveux, tous mes poils, enfin tout ça fait que en fait la chimiothérapie, elle tue les bonnes cellules et elle tue les mauvaises cellules. Donc en gros les cellules qui se reproduisent super vite là, ça tue tout. Donc c'est-à-dire les poils, tout ça tue tout. Donc j'étais devenue vraiment comme un légume et donc j'avais des chimiothérapies chaque 3 semaines. Donc quand je rentre à l'hôpital comme ça, je fais ma première semaine. Je suis vraiment KO, donc c'est-à-dire je peux rien faire. Je suis tellement fatiguée que je peux rien faire. La 2e semaine, bof. La 3e semaine, ça commence à aller mieux, mais la 3e semaine, je dois déjà revenir à l'hôpital. Donc c'était vraiment difficile. Donc bien évidemment, j'ai dû arrêter l'école, j'ai dû tout arrêter, j'ai dû mettre ma vie sociale en parenthèse parce que c'est pas tout le monde qui savait que j'étais malade. J'ai vraiment dit à mes copines, à mes gossures, à mes copines sûres, elles vont se reconnaître, mes copines avec qui j'étais à l'école, c'est vraiment à elles que j'ai dit. Et franchement, une petite parenthèse, les filles, je sais pas, même un merci, c'est pas assez c'est pas assez, même un merci, c'est pas assez, enfin. Et donc, je rentrais chez ma mère, je revenais chez moi, je faisais chez moi, je revenais à l'hôpital. C'était un peu ça ma vie. Donc pendant plusieurs mois, donc j'ai commencé en mai. Ma dernière chimiothérapie, elle était au mois de septembre. Et quand j'ai fini ma dernière chimiothérapie, j'ai été à Disney. Mais en fait, j'ai essayé de faire en sorte que, voilà, c'est vrai que c'était difficile. Les effets secondaires, j'étais arrivée même à un moment où je pouvais plus tenir un verre comme ça, parce que quand je tiens le verre il tombe. J'avais plus de force, j'avais plus de force dans les mains, j'avais plus de force dans les pieds, j'avais plus d'équilibre, j'avais plus rien, j'étais un légume, je pouvais rien faire, même tenir un bec, même tenir mon téléphone, c'était la merde, je pouvais pas manger, j'avais des aftes, non. C'était la catastrophe. J'étais dégoûtée de tout. Franchement, je vais vous épargner vraiment les détails, mais c'est pas facile. Alors que tu sais que t'es jeune, t'as la vie devant toi, tu te poses les questions pour te dire, mais Dieu, mais en fait, mais pourquoi? Voilà. Mais voilà, ça m'empêchait pas de croire en ma guérison, ça m'empêchait pas de croire que j'allais m'en sortir, ça m'empêchait pas de vivre ma vie en fait. C'est vrai que il y a beaucoup de choses que je pouvais plus faire, mais j'essayais de garder la tête haute et j'en ai pas parlé à tout le monde. Donc les gens quand ils me voyaient, mais t'as maigri, mais voilà, j'ai maigri, mais voilà, je disais oui, non, j'étais un petit peu malade, mais je disais pas vraiment, je sais pas pourquoi, je me sentais peut-être pas prête à en parler ouvertement. Donc c'est resté comme ça. Et lorsque j'ai fini ma chimiothérapie, donc il fallait penser à l'opération. Donc voilà, encore un autre problème.
enfin un problème, voilà, une nouvelle étape. Donc l'opération, elle consistait à quoi? Donc c'est-à-dire comme le cancer, il était localisé dans la mâchoire, il fallait enlever une partie de la mâchoire. Il fallait enlever une partie de la mâchoire et la remplacer. Je vous explique. C'est un peu compliqué, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on allait enlever la mâchoire, mais la mâchoire qu'on enlève, il faut la remplacer. Donc, on va la remplacer avec quoi? Avec une partie de mon péroné, c'est-à-dire l'os derrière le tibia. Donc, on allait enlever l'os. On allait enlever l'os et ben, on allait remplacer. Ben, en fait, je sais pas vous expliquer comme ça, mais je vais me lever et vous allez voir directement de quoi il s'agit. Donc, je vous montre. Voilà. Il fallait enlever une partie du péroné. Donc, le péroné et tout. Et ils ont pris une partie de la chair ici pour remplacer la gencive. Et en fait, la plaie était tellement grande qu'ils m'ont fait une greffe de peau. Donc, c'est-à-dire, ils m'ont pris la peau ici pour fermer ça. Bon, c'est compliqué, mais en gros, voilà. Donc, on m'a pris une partie de l'os. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une grande cicatrice ici. Ils m'ont pris cette partie aussi parce que pour remplacer la gencive qu'ils m'ont enlevée. Et ils ont pris la peau, vraiment la couche fine de ma peau ici pour fermer ça. Donc voilà. Donc c'était compliqué. Donc sur le moment même, j'avais pas encore eu d'opération, donc on m'expliquait, mais je l'avais pas encore vécu. Je ne comprenais pas forcément. Voilà. Tant que j'avais pas vu, je pouvais pas m'imaginer que ça allait être aussi lourd. Donc c'était 10 heures d'opération. Donc je suis rentrée à 8 heures, je suis sortie à 18 heures. Donc voilà, je vais diviser la vidéo en 2 parties parce que je pense que sinon elle sera vraiment trop longue. Excusez-moi, je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Voilà, donc sinon elle sera vraiment trop longue et voilà, ça peut être un peu chiant peut-être. Donc je vais la diviser en 2 parties, comme ça sera plus simple. Je veux danser.